Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. C'est la bombe qui est tombée hier soir sur le réseau Truth Social, le réseau espèce de Twitter personnel qu'a créé Donald Trump, une attaque contre le Canada et le Mexique. Le Donald a le don de nous surprendre, hein? En plein lundi soir, après l'heure du souper, publie ce message-là annonçant donc une menace, parce que c'est ce que c'est, là, une menace d'imposition d'un tarif de 25% sur tous les produits qui vont entrer aux États-Unis en provenance d'où? En provenance du Mexique, mais aussi du Canada. En lettres majuscules. Ah oui. All product, tous les produits. Il criait. En lettres majuscules. Ben, c'est vrai parce que je le dis comme ça parce que c'est vrai que le code, c'est quand tu textes ou quand tu publies en lettres majuscules, c'est que tu cries. Oui. Tu cries. Alors, Trump veut signer lors de son entrée en fonction officielle, son assermentation le 20 janvier prochain, une série de décrets. Et dans cette pile de décrets-là, il y aura celui-là. À moins que... Et là, c'est pour ça que je vous dis, c'est une menace. À moins que les pays en question, le Mexique et le Canada, mettent en place des mesures pour empêcher l'immigration illégale et l'entrée de drogue aux États-Unis, notamment le fentanyl. Alors là, tu comprends que le téléphone a sonné pas mal hier soir. Justin Trudeau s'est entretenu avec le président élu Donald Trump. Il rapporte avoir dit à M. Trump que le nombre de migrants qui ont franchi la frontière canadienne en direction des États-Unis est beaucoup plus petit que celui du Mexique vers les États-Unis. Mais c'est en augmentation. Moi, je me souviens avoir fait une présentation à LCN qui se concluait par « ça va mal finir ». Il y a une tendance, là. Ça va mal finir. Les Américains vont choquer. Je dis pas que la façon d'agir de Trump est complètement ridicule, complètement loufoque, mais que le fait qu'on laisse rentrer des gens à nos aéroports, qu'on les laisse traverser vers les États-Unis, que le Canada vienne une façon de contourner, parce que même des Mexicains, il y a même des Mexicains stratégiques, avec un petit peu plus de sous. Prennent l'avion. Ben oui. Jusqu'ici. Rentrer à la frontière au sud, là, c'est tellement surveillé. T'es mieux de prendre l'avion. Tu rentres au Canada, ça va te coûter 500$ un billet d'avion. Tu rentres à Montréal, puis là, tu vas traverser à Saint-Armand, à Fredericksburg. Puis là, c'est pas surveillé. C'est beaucoup plus simple que la frontière sud. Ouais. Alors, les ministres Chrystia Freeland et Dominique Leblanc aussi ont réitéré leur volonté du Canada pour assurer la sécurité et l'intégrité des frontières. Aussi, M. Trudeau a parlé au premier ministre ontarien Doug Ford, a parlé à M. Legault également. François Legault sur X aussi s'est exprimé en disant, regarde, faut tout mettre en œuvre pour éviter des tarifs de 25%. Offre sa pleine collaboration au gouvernement fédéral aussi pour sécuriser la frontière. Mais Mario, quand on regarde le portrait, supposons, hypothétiquement, mettons que ça se fait, là, puis le problème à la frontière n'est pas réglé d'ici le 20 janvier, des tarifs de 25% sur les produits canadiens, c'est terrible. Là. C'est une catastrophe. Ouais. En fait, pour les gens moins familiers, ça veut dire quoi, 25% de tarifs? Ça veut dire que c'est comme un droit d'entrée, ni plus ni moins, qu'il faut que tu payes aux Américains pour mettre ton produit sur leur marché. Donc, je donne deux cas de figure. Un fournisseur, donc une industrie québécoise, là, qui fournit des matériaux, qui fournit du bois, qui fournit des pièces qui entrent dans une usine américaine. Mais ça veut dire qu'il va falloir payer 25% de plus. Alors, soit, si tu veux rester compétitif, parce que là, lui, l'acheteur américain, là, il peut s'approvisionner ailleurs, il peut s'approvisionner d'une firme américaine locale. Ben oui. Et pourquoi il achetait au Québec? Parce qu'il disait, regarde, ils me font un bon prix, bonne qualité de produit, bon prix. Moi, j'aime mieux acheter de la petite usine en Beauce. Là, la petite usine en Beauce, ça coûte 25% plus cher. À moins que la petite usine en Beauce coupe ses prix de 25% pour aller compenser le 25% pour rester au même prix. Mais là, tu t'emmènes sur tes profits. Comment tu peux couper tes prix de 25%? Après ça, ben, au détail, c'est aussi vrai. Un produit qu'on a au Québec, mais qu'on veut aller vendre, là, pas une entreprise comme un intrant, mais qu'on va vendre direct sur la tablette au consommateur, ben là, encore là, 25%. Est-ce que tu vas vendre le produit canadien 25% plus cher? As-tu idée combien tu vas en vendre moins? Dans certains cas, le commerçant va dire ça vaut même plus la peine c'est trop cher le produit canadien, je le mets même plus sur les tablettes. Alors, on parle vite là, de dizaines de milliers d'emplois au Canada, là, de clients perdus, de produits qui rentreront plus aux États-Unis. Il y a un impact pour les Américains aussi, parce que si tu fais grimper les prix de 25% aux États-Unis, de tous les matériaux, de tout le bois, de toute la nourriture, de tout ce qui vient du Canada et du Mexique, tu comprends qu'il va y avoir de l'inflation. Là. Le consommateur américain va y goûter. Là. Les prix n'augmenteront pas de 25%, mais ils vont augmenter pas mal.
Donc, il y a un impact pour les Américains aussi. Mais dans un cas comme celui-là, si ça s'avère, est-ce que le Canada pourrait essayer de se créer d'autres liens d'affaires ailleurs? La réponse, c'est oui, puis on essaye déjà. C'est juste que, regarde la carte du monde. Là. Tu dis, c'est notre plus gros. C'est ça, tu dis, on va remplacer le marché américain parce qu'on va vendre aux Italiens, mais c'est parce que c'est loin. Là, c'est du transport par bateau. Alors que, si t'es en Beauce, puis que depuis des années, tu vends au Vermont, tu vends à l'État de New York, tu vends à Boston... C'est à côté, là, c'est une petite raide. Si tu mets ça dans le camion, c'est une petite raide de camion que t'es rendu. T'as entièrement raison, mais est-ce que c'est réellement étonnant dans la façon de faire de Trump? La réponse est non. Il a toujours négocié comme ça, Mario. Oui, c'est sa façon de négocier. Parce que, généralement, des droits de douane, pourquoi ça existe? Pourquoi tu imposes ça? C'est pour des raisons commerciales. Tu vas dire, exemple, ben là, il y a un pays qui veut me vendre, mais ce pays-là, c'est du cheap labor. Ils payent pas ces emplois. Ce pays-là, ils payent pas leurs employés. Ils n'ont pas de règles environnementales. Tu sais, tu vas dire que le commerce est injuste parce que c'est un pays. Mais dans le cas du Canada, ça s'applique pas, là. Le Canada n'est pas un pays du tiers-monde à côté des États-Unis. C'est un pays qui a des standards de traitement de ses employés, de règles environnementales aussi sévères, sinon plus sévères que les États-Unis. Alors, c'est comme si on utilise les douanes à d'autres fins pour dire, regarde, moi, là, je suis pas content de la façon que tu gères la frontière, je vais te punir avec des douanes. Sincèrement, ça se fait pas, là. Ça se fait pas, ça se fait jamais dans les relations entre pays. C'est pour ça que je vous dis, ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, il va le faire, là. Et là, Justin Trudeau s'est jamais occupé sérieusement de la frontière. Là, pour la première fois, Justin Trudeau a un couteau sur la gorge là, pour s'occuper de la frontière. Mais tu sais, l'impact, j'ai pas regardé ce matin, mais hier soir, quand ça a été annoncé, 1 heure après, le dollar canadien était tombé en bas de 71 cents. Tu sais, l'impact économique de la menace. Je pense que les marchés vont se calmer en cours de journée aujourd'hui en prenant conscience que, OK, c'est pas vrai, là. Trump, il veut pas vraiment faire ça. C'est juste une menace, c'est juste de la grosse politique, des menaces politiques qu'il fait. Mais ça demeure une épée de Damoclès énorme là, sur l'économie canadienne. Pendant qu'on parle de M. Trump, il y a les poursuites à son endroit là, qui tombent les unes après les autres. On a beaucoup parlé du procureur spécial Jack Smith, qui avait le couteau entre les dents, qui voulait vraiment, là, dans plusieurs dossiers, essayer de faire tomber Trump. Eh bien, coup de théâtre, recommande l'arrêt des poursuites contre le président élu dans 2 dossiers. Donc, celui sur ses tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection de 2020, puis l'autre, c'est sur la gestion illégale des documents déposés en Floride. Là. On se souviendra de la perquisition à Mar-a-Lago. On voyait des boîtes dans la salle de bain. Là. Pourquoi? Des piles de boîtes. Des piles de boîtes. On n'a pas toute la même décoration de nos salles de bain. Il y avait des tonnes de copies. Des tonnes de copies. Pourquoi? C'est qu'il se conforme à la politique adoptée il y a une 50aine d'années par le ministère de la Justice, c'est-à-dire ne pas poursuivre un président en exercice. Est-ce que tout ça pourrait être repris après le mandat de 4 ans de Trump? Faut pas l'exclure, mais d'ici là, il risque d'avoir le temps de se pardonner. Oui. Hein? Ça va être des vieux dossiers qui intéresseront plus personne, puis Trump va avoir 82, 83 ans. Est-ce que Jack Smith va être encore en poste? Oui, c'est ça. Ça, j'ai bien hâte de voir, mais que ce soit pour Stormy Daniels, que ce soit pour les autres dossiers, on a l'impression que là, tous les nuages qui étaient au-dessus de la tête de M. Trump... Il y a un côté où c'était prévisible. C'est-à-dire que le résultat de l'élection a fait comme un gros pardon à Donald Trump. Mais dans la plupart des pays du monde, mettons au Canada, ce serait impensable. C'est-à-dire que les États-Unis ont une conception du pouvoir et de la Maison-Blanche parce que, tu sais, mettons ici, là, c'est vraiment fondamental l'égalité de la justice entre les citoyens, là, de dire que, tu sais, que tu sois ministre, premier ministre, si tu poses un geste. La plus belle preuve ici, regarde, la lieutenant-gouverneur au Québec a été poursuivie pour ses comptes de dépenses. Il y a une notion chez nous d'une égalité devant la justice, puis que peu importe ton poste, ce qui est devant les tribunaux est devant les tribunaux, il est indépendant du politique, qui n'existe pas aux États-Unis, parce que je pense que quand on regarde ça, nous, on se dit, ben voyons, là, il est rendu président, tous les dossiers en cours, ça n'existe plus. C'est fascinant. C'est fâchant, là, ça donne envie de crier. À chaque fois que je vois des nouvelles de même, moi, ça me fâche, ça, c'est viscéral. C'est parce que nous, on est vraiment dans une notion d'égalité, que tous les citoyens sont égaux, là, devant la justice. Tu comprends? Ils peuvent être pas égaux financièrement, un peut être plus riche que l'autre, mais que devant la justice, riche, pauvre. Mais à la base même, là, tu piges dans le chapeau, là, une de ces accusations-là, là, puis coller sur un candidat qui veut devenir premier ministre au Québec ou même au Canada. Il est fini politiquement. Non, je sais bien. Aux États-Unis, il est élu président. Je sais bien. Régime de terreur à la FTQ Construction. En fait, dure journée pour la FTQ parce qu'il y a un gros dossier dans le Journal de Montréal et un gros dossier dans la presse. Oui. Les deux qui touchent des syndicats affiliés à la FTQ. Bon, alors, à la une du journal, un autre caïd, entre guillemets, a dit
diriger la FTQ Construction. Et là, c'est une citation de Magali Picard. L'histoire du bureau d'enquête met en lumière quelqu'un qui a déjà fait l'actualité, l'ancien président Reynald Grondin, qui lui aurait instauré un climat toxique pendant plusieurs années à l'intérieur même du syndicat, à un point tel que, dans un enregistrement de 2023 que nos collègues du bureau d'enquête ont mis la main, Magali Picard le compare même à un caïd. Elle dit que des témoins avaient peur de parler contre lui, même dans une enquête. Puis là, on cite un passage là, où il y avait des syndiqués qui disaient « Ben, moi, si je parle, ça va-tu être mon tour? C'est-tu moi qui vais recevoir un bloc de béton? » Vous voyez le genre. Grondin... Recevoir un bloc de béton. Oui. Ça fait mal, ça. Oui, c'est pas doux. Ça pardonne pas. Hein? Ça pardonne pas. C'est traite, ça. Grondin, lui, il a démissionné en 2022 dans la foulée de révélations d'agressions sexuelles commises sur une secrétaire une décennie auparavant. Et selon ce qu'on peut lire de rapports de la Commission des lésions professionnelles, Grondin demandait à sa secrétaire, par exemple, de venir dans son bureau, verrouiller la porte. Il l'agressait à ce moment-là. Parfois, il l'agressait même dans le stationnement souterrain, après l'avoir attiré sous de faux prétextes. Et ce qu'il y a de particulier... Et ça pendant une très longue période. Ah oui. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il avait lui-même signé l'entente de départ de sa victime. Et la FTQ Construction avait aussi modifié ses règlements internes pour permettre à Grondin de finalement diriger la FTQ Construction. Alors, on dénonce une culture de silence qui aurait empêché plusieurs employés de témoigner à ce moment-là. Et parallèlement à tout ça, quand tu disais qu'il y avait deux histoires, l'autre histoire est dans la presse, sous la plume d'Isabelle Haché. Et on peut lire l'histoire de Sonia Gosselin, qui a été pendant des années, occupé des métiers non traditionnels, là. Chauffeuse de véhicules lourds à la ville, manœuvrer des niveleuses, des chargeuses. Vous voyez, donc, dans un monde très, très masculin. Et si je cite un extrait du texte, disait n'avoir jamais subi un climat de travail plus machiste et toxique que dans le bureau où elle a échoué au printemps 2023. Ce bureau-là, c'est la section locale 301. Et là, souvenons-nous... C'est le syndicat d'École Bleue? C'est le syndicat d'École Bleue. Et souvenons-nous qu'en décembre 2020, il y avait une tutelle, qui avait été élevée, une tutelle de 3 ans, dans le but de recadrer le local 301. Et là, il y a toutes sortes de témoignages, notamment les collègues de la presse là, qui ont mis la main sur une plainte, parce que Mme Gosselin a fait une plainte officielle au syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP. Le 301 est affilié au SCFP. Une plainte de 27 pages. Et là-dessus, elle parle d'actes de harcèlement, de discrimination, d'intimidation, de menaces, d'exclusion systématique, d'isolement, d'agression physique, et qu'elle dit avoir subi aux mains de Jean-Pierre Lauzon. Là, il y a un procès syndical qui va se tenir à partir du 27 novembre. Jean-Pierre Lauzon, c'est qui? C'est le président du syndicat d'École Bleue regroupée de Montréal. Elle occupait aussi une autre fonction. Elle était vice-présidente du syndicat. Et vraiment, visiblement, en tout cas, la relation se serait envenimée entre les deux. Lauzon dément fortement les allégations de climat toxique chez l'École Bleue. Mais c'est pas très, très édifiant, là, ce qu'on peut lire dans ce dossier-là, Mario. Wow, on imagine que Mme Picard, la présidente de la FTQ, a des semaines, des fois, ne serait-ce qu'au niveau des affaires internes, là, doit avoir des semaines qui sont assez rock'n'roll. La mairesse Valérie Plante, hier, a pris la défense du travail de ses policiers vendredi soir pendant la manifestation. Oui, elle a sorti, donc, en après-midi, a condamné le vandalisme qu'on a vu dans les rues au centre-ville de Montréal vendredi soir. Elle parle d'agitateurs là, qui ont été identifiés semble-t-il, comme Black Bloc, là, ce groupe-là, des casseurs connus des policiers. Bon, d'abord, la mairesse a affirmé que des vandales profitaient de ces manifestations-là, peu importe la cause, là, pour les infiltrer puis tout péter en ville, mettre en danger, bien sûr, les manifestants. Et je te fais entendre aussi, parce qu'elle a été aussi interpellée sur les arrestations, parce qu'actuellement, il y a eu, rappelons-le, 3 arrestations. Mais pas pour méfait, là. C'est pas pour vandalisme. Là. Les arrestations, c'est pour voie de fait à l'endroit des policiers puis entrave. On a entendu Fadi Daguerre, puis je vous invite à réécouter l'entrevue. C'est une excellente entrevue de notre collègue Benoît Dutrisac avec Fadi Daguerre, qui l'a reçu, qui l'a cuisiné, puis c'était des questions, là. C'était pas des questions douces, là. C'était parfait. Et on sentait aussi, dans le cas de Fadi Daguerre, un peu de frustration de dire, donnez-nous les moyens un peu, là, que ce soit au niveau de la loi, mais aussi au niveau des caméras corporelles. Alors, voici un extrait de la conférence de presse de la mairesse Valérie Plante là-dessus. Les effectifs étaient là, mais il faut pas minimiser. Ça a l'air simple, gérer une manifestation, mais c'est beaucoup plus complexe.
Ça dépend qui est à l'intérieur de la manif, comment ces casseurs professionnels s'organisent, parce que eux aussi, ils sont très organisés, hein, ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc moi, je suis heureuse qu'il y ait eu déjà des arrestations. On s'attend à ce qu'il y en ait d'autres. J'ai 2 choses à dire sur cette notion de casseur professionnel, parce qu'à chaque fois qu'une manif tourne mal, on nous la sort. Moi, je vais avoir 55 ans au printemps. J'ai jamais participé à une manifestation où il y a eu des casseurs professionnels. À un moment donné, t'es dans la vie, là, tu sais avec qui tu te tiens, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais. Fait que quand t'es dans une manif, là, ça veut dire que t'es côte à côte avec des bandits là, dans ta manif, là. Questionne-toi, là. Où c'est que t'es? C'est quoi ta cause? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? 1. 2. Casseurs professionnels là, qui, 4 fois par année, là, si on prend leur langage, là, prennent d'otage une manifestation. Comment ça se fait qu'ils sont en liberté, Calvas? S'ils commettent des crimes 4 fois par année, c'est parce qu'ils sont pas arrêtés. Mettons là, le casseur professionnel, dans ma tête à moi, là. Il casse, il est arrêté à chaque fois. La première fois, bon petit gars, 19 ans, pas d'antécédent, tape ses doigts, 1 semaine de travaux communautaires. Deuxième fois, oh, là, le juge est moins content. Je t'avais dit, tu fais plus de merde de manifestation, finito, là. Là, tu m'as pas entendu. Un petit mois de prison. Mettons, je vais être gentil. On donne une autre chance. 3 semaines de prison. Pas 1 mois. 3 semaines de prison. Sort de ces 3 semaines de prison, il retourne casser des vitres. Hey, là, le juge, là, il... Pas content, juge! Là, c'est 6 mois de prison. C'est toujours bien 6 mois que tu l'as. À un moment donné, il faut qu'il y ait une gradation où la personne finit par se dire, OK, là, moi, je peux plus. Donc là, on nous vend la notion des casseurs professionnels, mais ils sont toujours là, toujours libres. Il n'y en a pas de conséquences actuellement. Il n'y en a pas. C'est ça la joke. C'est pour ça que quand elle nous dit ça, la mairesse, tout bonnement, c'est des casseurs professionnels. Ils sont rentrés dans la manif. Puis... Non. Ça tient pas la route. C'est une thèse. C'est une thèse qui ne prouve que la débilité de ce que sont devenus ces manifestants soi-disant professionnels. Puis je maintiens que... Comment ça se fait là, qu'ils se joignent? T'étais dans quel genre de manif pour que ces gens-là se joignent? Ils tiennent des banderoles en avant. Ils tiennent des banderoles. Ils sont masqués. Ils ont des lunettes de ski. Des lunettes de ski, c'est fait pour aller faire du ski. Mais je trouve que c'est un peu suspect. T'arrives d'une manif, t'as des lunettes de ski, t'es masqué. Parce que tu penses qu'il y a de la peinture qui va être sac lancée. à dos, parce que tu penses... Pourquoi? On s'inquiète pour la télémédecine. Oui, et j'ai l'impression que les gens, peut-être actuellement, comprennent pas les impacts de ce qui risque d'arriver si Québec va de l'avant avec ça. Le gouvernement veut réduire les tarifs pour les services de télémédecine. Actuellement, il y a un bras de fer là, entre les médecins omnipraticiens du Québec et le gouvernement du Québec. On parle de consultation soit au téléphone ou soit en vidéoconférence pour que le médecin puisse voir ton bobo. Exactement, parce que c'est pas tous les rendez-vous qui nécessitent un déplacement. Une présence, un déplacement. Puis, tu sais, des fois, quand les médecins font des appels téléphoniques, tu peux en voir plus. Surtout pour des suivis. Là, si le médecin a déjà vu la personne, connaît le cas... L'objectif, c'est toujours de désengorger puis d'accélérer un peu l'accès à la première ligne. Alors, actuellement, la réalité, c'est qu'un appel est facturé entre 40 et 50 piastres pour une consultation. Mais là, ce que Québec veut faire, c'est de rémunérer les médecins par tranche de 5 minutes. Alors, si par exemple le médecin vous appelle, il recevrait 6,22 par tranche de 5 minutes pour un appel téléphonique ou 8,29 pour une consultation en vidéo. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si Québec va de l'avant avec ça? Puis de consultation. 6 piastres pour un docteur, il le fait pas. Ça devient moins intéressant. Alors, si on a besoin, par exemple, d'un rendez-vous, on va devoir appeler, prendre rendez-vous, se rendre physiquement en clinique pour quelque chose qu'on aurait pu faire au téléphone. Et les rendez-vous risquent d'être carrément engorgés. Et conséquence de tout ça, les listes d'attente vont augmenter. Puis il y a des médecins qui en font carrément plus. Il y a peut-être des GMF qui en feront plus non plus. Alors là, c'est autant où des fois, puis il faut être critique à l'endroit de la rémunération des médecins. Là, les gens qui gagnent très, très bien leur vie. Mais ça, est-ce qu'on règle vraiment un problème là-dessus? C'est-à-dire que 6 piastres, là, tu pensais qu'un docteur 6 piastres, oublie ça. Ouais. Un docteur fait pas grand-chose pour 6 piastres. Il n'y a plus grand monde qui fait... c'est ça. Appelle un plombier pour 6 piastres, demande ce qu'il te fait pour 6 piastres. Je comprends pas pourquoi on attaque encore ça. Je comprends la rémunération des médecins, mais en même temps, de leur côté, il faut qu'ils payent leurs locaux, c'est des travailleurs autonomes, ils ont les frais pour l'ordre, je veux dire... Ben là, c'est parce qu'ils sont en négociation. Je suppose que sur tous les fronts, on essaie de les faire plier sur d'autres choses, mais... Donc là, ce serait pour le 1er janvier, ça. Ouais. C'est une menace pour le 1er janvier. Et déjà, dans les GMF, dans les cliniques, ça rue dans les brancards et ça s'organise. Puis qui va payer en bout de ligne? Ben, c'est le patient. On aura moins d'accès. Encore. Ah oui.
Isabelle, les frères Menendez qui étaient devant le juge hier, là, toujours dans l'espoir d'être libérés. Il y avait 2 tantes là, qui avaient mené le combat de front. Ils souhaitaient la libération des 2 frères Menendez, Lyle et Rick, qui sont condamnés pour prison à vie. Ça fait 35 ans qu'ils sont derrière les barreaux. Hein. Ils ont été accusés du meurtre de leurs parents en 1989 à Beverly Hills, dans leur résidence. Bon, d'un côté, on dit ils voulaient empocher le 14 millions. De l'autre, ils disent oui, mais c'était la légitime défense parce qu'ils se faisaient violer. Le père était un bourreau, là. Exactement. Violence psychologique, puis il se faisait agresser. Alors... Et là, on en parle beaucoup parce qu'il y a eu une fiction et un documentaire qui ont repassé, réexpliqué l'histoire des frères. Et on en parle à chaque semaine. Maintenant, il y a toujours de nouveaux développements. Faut dire qu'à l'époque aussi, ça a été l'un des premiers procès qui a été retransmis à la télévision, là, avant même le joueur de football américain O.J. Simpson. Donc, ça avait marqué l'imaginaire aux États-Unis déjà. Là, avec Netflix, ça le remet au goût du jour. Et là, hier, le juge a dit quoi? Et ce qu'on dit, c'est qu'il manque de détails, manque de preuves. Alors, c'est repoussé. Il devait y avoir quelque chose le 11 décembre. Finalement, c'est reporté l'audience au 30 janvier, parce que ce qu'on dit, c'est qu'il manque encore de preuves. Il faut éplucher toutes les nouvelles pièces à conviction qui ont été déposées. Donc, encore une fois, on va vous en reparler à la fin du mois de janvier. Il y aura donc développement dans le dossier, peut-être. Et hier matin, tu nous disais à quel point, Wicked et Gladiator ont dominé le box-office, mais Wicked plus que Gladiator, là, on a les chiffres pour le Québec. Bon, faut dire qu'aux États-Unis, là, Wicked a sacré une volée à Gladiator et de loin. Au Québec, on se dit, hey, ça marchera pas de même. Au Québec, nous, c'est l'inverse. Faut dire que les 2 gros blockbusters ont récolté au Québec 1,7 million de dollars à l'eux 2. Mais quand on décortique, j'ai arrondi les chiffres, 1 million pour Gladiator et 700 000 pour Wicked, pour les chiffres au Québec. Faut dire que le cinéma québécois aussi a tiré son épingle du jeu. Le Cyclone de Noël aussi, pour une 3e fin de semaine, demeure dans le top 3 des films, avec 1,5 million amassé. Et le film Berger de Sophie Desraspe aussi était 500 000. Donc, pour du cinéma, honnêtement, ça se passe relativement bien. Là. Il y avait du monde au cinéma en fin de semaine. Des gens. Moi, pour vrai... Mais pourquoi? T'as-tu une explication sur pourquoi, ici, au Québec, Gladiateur domine sur Wicked? C'est parce qu'on aime moins les comédies musicales? Moi, je crois que culturellement, on est davantage attiré vers l'action. Il y a quelque chose qui nous attire avec Gladiateur. Je pense que la comédie musicale, le fait que c'est plus long, peut-être que les histoires, justement, de sorcières nous interpellent moins. C'est peut-être plus pour les jeunes aussi. Donc, j'ai hâte de voir l'évolution des 2, mais au Québec, on dit non!